Au dîner, mon frère a exigé « Donne-moi 5 millions d'euros tout de suite, ou je dirai à la presse que tu nous as abandonnés. » J'ai posé un document bancaire sur la table et j'ai répondu « Je sais exactement où va ton argent. » Mon père a manqué mon mariage pour financer l'entreprise vouée à l'échec de mon frère, brisant ainsi notre relation. Maintenant que ma chaîne d'hôtels vaut des millions, ils veulent soudainement un dîner de famille. Je me suis présenté, mais j'ai apporté un piège qu'ils n'ont jamais vu venir. C'est ici que l'histoire commence vraiment, et vous ne voudrez pas manquer ce qui va se passer. Assurez-vous d'être abonné pour la suivre jusqu'à la fin. Nous sommes toujours curieux. D'où dans le monde nous regardez-vous tous aujourd'hui? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Je me souviens du froid mordant et précis de la flûte à champagne en cristal contre ma paume tremblante. C'était le matin de mon mariage, un jour que j'avais passé 2 années angoissantes et méticuleusement planifiées à préparer. La suite nuptiale sentait légèrement la laque coûteuse, les lys blancs en fleurs et l'énergie électrique nerveuse qui précède un vœu qui change une vie. J'avais 24 ans, je regardais mon reflet dans un miroir doré allant du sol au plafond, essayant de mémoriser la façon dont la dentelle complexe de ma robe drapait mes épaules. Ma meilleure amie Alice, qui avait 32 ans et fonctionnait déjà avec l'efficacité pointue et impitoyable de l'assistante de direction qu'elle deviendrait un jour pour moi, était occupée à ajuster le lourd voile épinglé dans mes cheveux. Tout était parfait. Le quatuor à cordes était arrivé. Les traiteurs s'installaient en bas. Et puis mon téléphone a vibré sur la coiffeuse en acajou. J'ai baissé les yeux, m'attendant à un texto doux et paniqué de mon fiancé ou peut-être à un message de l'organisatrice de mariage. Au lieu de cela, l'écran affichait simplement « Nathan, mon père ». Un sourire tendre et exaspéré a touché mes lèvres. J'ai supposé qu'il était perdu dans les couloirs de l'hôtel, ou peut-être qu'il avait du mal à comprendre comment épingler la délicate boutonnière blanche au revers de son smoking de location. J'ai pris le téléphone et j'ai fait glisser mon pouce sur l'écran, mon cœur battant avec l'espoir brillant et naïf d'une fille attendant d'être conduite à l'hôtel. « Papa, où es-tu » ai-je demandé, ma voix résonnant légèrement dans la vaste suite lumineuse. Alice est en train de finir mes cheveux, et le photographe veut faire les premières photos dans la cour dans environ 20 minutes. Le silence à l'autre bout du fil n'était pas le silence confortable et distrait d'un homme plus âgé tripotant son col. C'était un silence lourd, suffocant, pesant. Le genre de silence qui précède un coup dévastateur. J'ai senti une chute soudaine et inexplicable dans mon estomac, une froideur qui s'est infiltrée à travers la soie épaisse de ma robe et s'est installée au plus profond de mes os. « Abigail » a-t-il finalement dit. Sa voix était complètement dénuée de la chaleur, de la fierté ou de la résonance émotionnelle qu'un père devrait naturellement posséder le matin du mariage de sa fille unique. Elle était plate, utilitaire, pressée. Je ne viens pas sur le lieu de la cérémonie. La flûte à champagne a glissé de mes doigts soudainement engourdis. Elle a heurté le parquet avec un bruit sec et violent, se brisant en une douzaine de morceaux scintillants. Alice a halté, instantanément, laissant tomber le voile et reculant, ses yeux écarquillés en regardant le verre brisé puis l'horreur soudaine et pâle qui envahissait mon visage. « Comment ça, tu ne viens pas » ai-je murmuré, ma voix peinant à passer la boule soudaine et douloureuse dans ma gorge. « Papa, la cérémonie commence dans moins de 2 heures. Es-tu malade? La voiture est-elle en panne? Je peux envoyer Weston venir te chercher. » Non, Abigail, n'envoie personne, a interrompu Nathan, son ton teinté d'une vive irritation, comme si mon mariage n'était qu'un inconvénient fastidieux dans sa journée. Je suis à la banque en ville. Je devais rencontrer le responsable des prêts avant qu'il ne ferme pour le week-end. La banque. Mon esprit luttait pour traiter l'absurdité de ce mot. Papa, pourquoi es-tu à la banque en ce moment? Tu es censé être ici pour me conduire à l'hôtel. C'est Ethan, a-t-il dit. Et au moment où ce nom a quitté ses lèvres, une vague familière et écœurante d'épuisement m'a submergé. Ethan, mon frère aîné, l'enfant prodige. Ces investisseurs se sont soudainement retirés de sa nouvelle entreprise de commerce électronique ce matin. S'il n'obtient pas une injection massive de capital avant midi, les fournisseurs vont annuler ses contrats et il perdra le bail de l'entrepôt. J'ai dû retirer mes fonds de retraite et prendre une deuxième hypothèque sur la maison pour couvrir sa marge. Je suis resté là, paralysé, fixant mon reflet dans le miroir. La fille qui me regardait ressemblait à un fantôme drapé de tulle blanc. Tu manques mon mariage, le jour même de mon mariage. Parce que la dernière combine pour devenir riche rapidement d'Ethan est en train de s'effondrer. Ce n'est pas une combine, Abigail.
C'est une matrice logistique exclusive, et c'est très sensible. A-t-il répliqué, sa voix s'élevant dans une défense fervente de son fils, comme toujours. Il est ton frère, et il est dans une situation désespérée. Il a besoin de moi. Ton mariage n'est qu'une fête. Tu seras toujours marié à la fin de la journée. Tout le gagne-pain d'Ethan est en jeu. Tu dois arrêter d'être si égoïste et comprendre la pression sous laquelle cette famille se trouve. Avant même que je puisse formuler une réponse, avant que je puisse crier ou pleurer ou le supplier de me choisir, juste cette fois, la ligne est devenue silencieuse. Il a raccroché. J'ai lentement abaissé le téléphone, la tonalité résonnant dans mes oreilles comme une sirène. Alice s'est précipitée, prenant doucement mes mains tremblantes, ses yeux remplis de larmes de sympathie alors qu'elle demandait ce qui s'était passé, mais je ne pouvais pas parler. La trahison de son absence était une agonie plus vive qu'un couteau dans la poitrine. Le reste de cette journée fut un cauchemar surréaliste et vide. J'ai descendu l'allée seul, le lourd silence de l'église résonnant bruyamment dans mes oreilles malgré la belle musique. Chaque regard sympathique des invités, chaque inclinaison de tête apitoyée était comme une brûlure physique sur ma peau. J'ai souri jusqu'à ce que ma mâchoire me fasse mal. J'ai dansé la première danse. J'ai coupé le gâteau, mais j'étais entièrement vidé à l'intérieur. L'homme qui était censé être mon ancre, l'homme dont j'avais passé toute ma vie à essayer désespérément de gagner l'approbation, avait regardé mon étape la plus importante et décidé qu'elle était entièrement dispensable face au dernier échec de mon frère. Les conséquences immédiates furent encore pires. 3 jours plus tard, alors que j'étais censé faire mes valises pour une brève lune de miel retardée, un besoin obsessionnel et conscient de clore le chapitre m'a conduite chez mon père. J'avais besoin de le voir en personne. J'avais besoin d'entendre des excuses. J'avais besoin qu'il reconnaisse le profond cratère qu'il avait creusé dans notre relation. Je suis entré par la porte de côté, l'odeur familière de vieux bois et de la pipe de Nathan, le tabac me retournant l'estomac avec une vague soudaine et violente d'anxiété. En entrant dans le salon, je me suis arrêté net. Ethan était affalé sur le canapé floral usé. Il avait 38 ans maintenant, mais il était assis là avec la posture autoritaire et expansive d'un adolescent gâté. Il portait un pyjama en soie importé cher, intensément concentré sur un jeu vidéo, jouant sur la grande télévision. Jetant nonchalamment des poignées de pop-corn gourmet dans sa bouche. Il n'avait pas l'air d'un homme dont l'entreprise venait de s'effondrer. Il avait l'air complètement, exaspérément détendu. « Oh, salut Serette !» a marmonné Ethan entre deux bouchées, sans même prendre la peine de mettre son jeu en pause ou de me regarder. J'ai entendu dire que le mariage était une petite fête sympa. Désolé de ne pas avoir pu venir. Le marché de la logistique est un champ de bataille brutal. Tu sais, le travail d'un PDG n'est jamais terminé. Avant que je puisse déchaîner le torrent de mots furieux qui montait dans ma gorge, Nathan est entré dans la pièce depuis la cuisine, s'essuyant les mains sur un torchon. Il avait l'air plus vieux, ses épaules affaissées sous le poids de la dette massive et imprudente qu'il venait de contracter, mais ses yeux se sont durcis dès qu'il m'a vu là. « Qu'est-ce que tu fais ici, Abigail » a-t-il demandé, son ton dépourvu de toute chaleur parentale. « Ne devrais-tu pas être sur une plage quelque part ?»« Je suis venu te voir, papa, ai-je dit, ma voix tremblant malgré tous mes efforts pour la garder stable. Je suis venu parce que je t'ai attendu. J'ai attendu 1 heure dans cette robe, espérant que tu franchirais les portes de l'église. » Nathan soupira lourdement, un son profond et exaspéré, comme s'il avait affaire à un bambin capricieux plutôt qu'à une fille en deuil. Il s'est approché et a posé une main protectrice et réconfortante sur l'épaule d'Ethan. Ethan a souri à l'écran de télévision. « Nous en avons déjà parlé au téléphone, Abigail, a dit froidement Nathan, son regard balayant mon corps avec une déception flagrante. Ethan faisait face à une ruine financière catastrophique. As-tu la moindre idée du stress qu'il subissait? De la terreur pure. J'ai fait ce qu'un père est censé faire. J'ai protégé mon fils. J'ai sauvé son avenir. J'aurais pensé que, compte tenu de ton nouveau mariage confortable, tu aurais eu la grâce de te réjouir de la survie de ton frère plutôt que de faire une crise pour une fête manquée. Je les ai regardés. L'image de la main de Nathan reposant avec amour sur l'épaule du fils qu'il a saigné à blanc alors qu'il me regardait avec rien d'autre qu'une irritation froide s'est gravée à jamais dans mes rétines. À ce moment précis, la petite fille désespérée et pleine d'attente en moi est morte complètement. J'ai réalisé avec une clarté absolue et glaçante que je ne serai jamais assez pour lui. Je serai toujours le plan de secours, la pensée après coup,
l'agneau sacrificiel offert sur l'autel de l'incompétence perpétuelle d'Ethan. Je me suis retourné et j'ai quitté la maison sans dire un mot de plus. Je n'ai pas pleuré. Les larmes avaient complètement disparu, remplacées par une résolution froide et endurcie. Il pensait que j'étais faible. Il pensait que j'allais simplement avaler le manque de respect, pleurer en privé, et finalement retourner au bercail, acceptant pour toujours ma place tout en bas de leur liste de priorités. Il pensait que je disparaîtrais simplement en arrière-plan, une victime silencieuse de leur lien toxique. Mais ils avaient oublié une chose cruciale. Ce que Nathan oubliait toujours commodément quand il louait l'acharnement d'Ethan, c'était ma propre histoire de sacrifice silencieux et non célébré. Quand j'avais 19 ans, Nathan a eu une grave crise cardiaque. Son petit garage de réparation automobile était en difficulté et il avait discrètement laissé son assurance maladie expirer pour garder les lumières allumées. Les factures d'hôpital étaient catastrophiques. Pendant qu'Ethan, qui avait 23 ans à l'époque, décidait qu'il devait se trouver en voyageant à travers l'Europe avec une carte de crédit à taux d'intérêt élevé, j'ai abandonné ma 2e année d'université. J'ai vidé le modeste fonds d'études que ma défunte mère m'avait laissé, j'ai remis chaque centime au service de facturation de l'hôpital et j'ai immédiatement commencé à travailler à 3 emplois épuisants. Je servais du café à l'aube, des tables à midi et je nettoyais des sols de bureau à minuit. J'ai maintenu un toit au-dessus de la tête de Nathan, j'ai payé sa rééducation et je l'ai littéralement maintenu en vie. Je n'ai jamais demandé de remerciements, et je n'en ai jamais reçu. Mais ce jour-là, en quittant sa maison après mon mariage gâché, j'ai pris toute cette éthique de travail profondément ancrée, toute cette colère refoulée et tout ce chagrin écrasant, et je l'ai transformé en arme. J'ai mis chaque once de mon énergie dans ma carrière. Au cours des 10 années suivantes, je n'ai travaillé qu'avec une concentration terrifiante, implacable et singulière. J'ai commencé comme jeune directrice dans un hôtel indépendant en faillite, j'ai appris toutes les facettes de l'industrie hôtelière de A à Z, j'ai pris d'énormes risques calculés et j'ai finalement fondé ma propre entreprise. Maintenant, à 34 ans, je suis la fondatrice et PDG de la Vance Boutique Collection, une chaîne d'hôtels de luxe connue pour son esthétique intransigeante, ultra-réaliste et cinématographique. Nous nous concentrons sur l'éclairage naturel, les détails impeccables et un service irréprochable. Mardi dernier, le magazine Forbes a publié un grand article en couverture sur la croissance explosive de mon entreprise, évaluant officiellement l'entreprise à la somme stupéfiante de 580 millions d'euros. Le silence de ma famille avait été absolu pendant 10 ans, mais l'odeur de l'argent, surtout des centaines de millions d'euros, est une phéromone puissante pour les parasites. Exactement 48 heures après que le magazine soit arrivé dans les kiosques, Ethan a contourné le bureau de sécurité de mon siège social en charmant agressivement une nouvelle réceptionniste et a fait irruption dans mon bureau de direction privée. Il n'était pas seul. Abigail, petite sœur. A tonné Ethan, ouvrant grand les bras comme si nous nous étions parlé la veille. Il portait un costume visiblement cher mais mal taillé, le tissu tirant légèrement sur son ventre. Il sentait excessivement une eau de cologne agressive et épicée conçue pour masquer la subtile odeur du désespoir. Accrochée fermement à son bras se trouvait Emma. Emma avait 30 ans, un maquillage au contour net, un sac à main de créateur qui coûtait plus cher qu'une voiture d'occasion fiable, et des yeux qui parcouraient mon vaste bureau aux parois de verre comme un caissier authentifiant un billet de 100 €. Elle scannait actuellement le mobilier en acajou sur mesure et la vue panoramique sur la ligne d'horizon de la ville, calculant rapidement ma valeur nette en temps réel. Ethan, ai-je dit d'un ton neutre, sans me lever de mon bureau. À quoi dois-je cette intrusion? Intrusion? C'est un mot dur pour la famille. A ricané Ethan, bien que son sourire n'atteignît pas ses yeux. Il s'est penché sur mon bureau, envahissant mon espace. Emma et moi avons vu l'article. Incroyable, vraiment. La petite Abigail, un magnate. Nous voulions venir te féliciter en personne, et, eh bien, parler de l'avenir. Je travaille actuellement comme consultant senior en synergie pour les intégrations Web3 décentralisées, mais le marché est volatile. Je pensais qu'avec tes nouvelles liquidités massives, nous pourrions enfin nous associer. J'ai une vision pour un programme de fidélité basé sur la crypto pour tes hôtels qui ne nécessite qu'un investissement de démarrage mineur de 10 billions d'euros. Son audace était à couper le souffle. Il n'avait aucune compétence, aucune profession réelle, et une traînée de faillite derrière lui, et pourtant il se tenait là, exigeant des millions avec une confiance terrifiante et imméritée. Emma s'est penchée en avant, posant ses mains parfaitement manucurées sur mon bureau. Et bien sûr,
nous aurions besoin d'une suite exécutive dans la propriété phare pour l'utiliser comme base d'opération. A ajouté Emma, sa voix dégoulinant d'une douceur artificielle, juste pour s'assurer que l'intégration de la marque soit transparente, naturellement. Je les ai regardés. J'ai vu la cupidité rayonner de leurs pores. J'ai calmement appuyé sur un bouton de mon interphone, convoqué mon chef de la sécurité, et les ai fait escorter professionnellement mais fermement hors du bâtiment. Ethan a crié des menaces vides sur la loyauté familiale tout le long du couloir. Je pensais que ce serait la fin. Mais plus tard dans la soirée, alors que j'étais assise dans la solitude tranquille de mon salon, mon téléphone a vibré sur la table basse. C'était un message texte, non pas d'Ethan, mais de Nathan. La première communication directe en une décennie. Dîner de famille chez moi demain à 19 h. Discussion importante concernant l'avenir d'Ethan. Ne sois pas en retard. J'ai fixé l'écran lumineux. Il faisait équipe. L'enfant prodige et son complice se préparant à me coincer pour exiger leur part d'un empire qu'ils n'avaient absolument pas aidé à construire. J'ai souri, un sourire froid, acéré et dangereux. J'ai tapé un seul mot en retour. D'accord. Le seul mot que j'avais tapé en réponse au message autoritaire de mon père brillait sur le fond sombre et austère de mon salon. D'accord. C'était un mot si petit, si anodin, et pourtant il portait le poids d'une décennie de fureur soigneusement réprimée. J'ai posé doucement mon téléphone sur la surface en verre impeccable de ma table basse et je me suis dirigé vers les immenses baies vitrées de mon appartement terrasse. La ville s'étendait sous moi, un océan scintillant de lumières ambrées et diamantées, un témoignage de l'empire que j'avais bâti de mes propres mains, tandis que ma famille m'avait considéré comme un dommage collatéral. Je n'étais plus la jeune fille de 24 ans pleurant dans une robe de mariée en ruine. J'étais Abigail Vance, une femme qui contrôlait un vaste écosystème d'entreprises, qui négociait avec des développeurs internationaux et qui possédait les ressources pour démanteler quiconque menaçait ma paix. Mon père et mon frère croyaient qu'ils convoquaient une bienfaitrice riche et dévouée pour résoudre leurs problèmes. Ils n'avaient absolument aucune idée qu'ils marchaient aveuglément dans un piège d'acier qui attendait silencieusement dans l'ombre depuis 5 ans. J'ai repris mon téléphone et j'ai composé un numéro que je connaissais par cœur. Il n'a sonné que 2 fois avant qu'une voix vive et alerte ne réponde. Abigail, il est plus de 22 h, a dit Weston. Weston était mon principal avocat d'entreprise, un homme dont l'esprit brillant et analytique n'était égalé que par sa loyauté absolue envers mon entreprise. Y a-t-il une crise avec l'expansion prochaine du complexe hôtelier à Tokyo? Non, Weston. Le projet de Tokyo est parfaitement dans les délais, ai-je répondu, ma voix stable, ne trahissant rien de l'adrénaline qui parcourait mes veines. C'est une affaire personnelle. J'ai besoin que tu sortes le dossier de propriété complet du bien résidentiel situé au 428 rue Elm. La société holding est Vanguard Ascendant Trust. Je pouvais entendre le son distinct de Weston se redressant sur sa chaise de bureau en cuir, le bruissement de papier en arrière-plan. 428 rue Elm, la propriété que nous avons discrètement acquise lors d'une saisie bancaire il y a 5 ans. Celle qui est actuellement louée à un certain monsieur Nathan. Oh, je vois. Votre père. Exactement. Ai-je dit, un sourire froid et sans humour touchant mes lèvres. Il y a 5 ans, l'inévitable était arrivé. La deuxième hypothèque massive que mon père avait prise sur sa maison pour financer l'entreprise de commerce électronique catastrophique d'Ethan était entrée en défaut de paiement. Ethan, comme on pouvait s'y attendre, n'avait jamais remboursé un seul centime. Lorsque la banque a procédé à la saisie, mon père était complètement dévasté, faisant face à la perspective d'être jeté à la rue à la fin de la cinquantaine. Sans lui dire un mot, sans chercher la moindre gratitude, j'avais demandé à Weston de créer une fiducie anonyme. J'ai acheté la maison en espèces directement à la banque. Depuis ce jour, mon père payait un loyer remarquablement subventionné, inférieur au marché, à une entité corporative sans visage, totalement inconscient du fait que le toit au-dessus de sa tête appartenait entièrement à la fille qu'il avait abandonnée. Je détenais l'acte de propriété de son monde entier dans mon classeur. Je dîne avec mon père et mon frère demain soir, ai-je continué, arpentant lentement le tapis épais importé de mon salon. Ethan tourne activement autour de ma fortune. Il a amené une femme nommée Emma dans mon bureau aujourd'hui, proposant un investissement frauduleux en synergie Web3. J'ai besoin que toi et ton équipe d'enquêteurs décortiquiez la situation financière actuelle d'Ethan. Je veux chaque relevé bancaire, chaque société à responsabilité limitée en faillite, chaque dette impayée et chaque litige en cours que vous pouvez légalement déterrer.
ne laissez absolument aucune pierre non retournée. Considérez que c'est fait, Abigail, a dit Weston, son ton passant à une pure efficacité professionnelle. J'aurai un dossier complet compilé sur mon bureau demain à midi. S'il mène une arnaque, nous en trouverons le plan. Le lendemain matin, je suis arrivé à mon siège social avec un sentiment de détermination renouvelé et aiguisé. J'ai passé les premières heures à examiner les plans d'architecte pour un nouvel emplacement de boutique, mais mon esprit était entièrement concentré sur la confrontation imminente. À 12h15 précise, Weston est entré dans mon bureau, portant un classeur noir épais et lourd. Il l'a posé sur mon bureau en acajou avec un bruit sourd. C'est pire que ce que nous aurions pu imaginer, a déclaré Weston, ajustant ses lunettes, son expression grave. Votre frère n'est pas un entrepreneur, Abigail. C'est un prédateur financier en série. Son cabinet de conseil en synergie est une société écran vide enregistrée dans le Delaware. Il n'a aucun client, aucune source de revenus et absolument aucune technologie exclusive. Ce qu'il a, cependant, c'est une traînée d'investisseurs dévastés, principalement des personnes âgées. Il leur promet des rendements élevés sur des investissements décentralisés, liquide leur capital et détourne l'argent vers des comptes offshore pour maintenir son style de vie. J'ai lentement ouvert le classeur, mes yeux parcourant les dossiers financiers méticuleusement organisés, les assignations à comparaître et les reçus de virements bancaires. Et Emma est répertoriée comme l'actionnaire principal de 3 de ses comptes offshore. A confirmé Weston, en montrant une section surlignée à la page 42. Elle n'est pas seulement une petite amie, elle est une partenaire complice de la fraude. De plus, nous avons découvert quelque chose de très alarmant concernant les comptes de votre père. Ethan a prétendu gérer un petit portefeuille de retraite pour votre père. Au lieu de cela, il l'a vidé progressivement, transférant des centaines d'euros chaque semaine sur un compte écran qu'Emma utilise pour acheter des produits de luxe. Votre frère vole activement les dernières économies de votre père. Un œuf froid et dur de pur dégoût s'est formé dans mon estomac. L'ampleur de la malveillance d'Ethan était à couper le souffle. J'ai fermé le classeur, le bruit sourd résonnant dans le bureau silencieux. Prépare ces documents, Weston. Fais des copies des pages les plus accablantes. Demain soir, tout le château de cartes d'Ethan va s'effondrer. Je n'ai pas eu à attendre le dîner de famille pour faire face à la cupidité désespérée d'Ethan. Plus tard cet après-midi-là, j'ai décidé de prendre un bref déjeuner solitaire dans le grand restaurant du hall de mon hôtel phare, un espace conçu avec d'imposantes colonnes de marbre, des cascades intérieures et un éclairage tamisé et élégant. J'étais à mi-chemin d'une simple salade, consultant mes emails sur ma tablette, quand une voix dure et discordante a brisé l'atmosphère raffinée. Abigail, juste la personne que je cherchais. J'ai levé les yeux pour voir Ethan traverser le sol en marbre immaculé, ignorant complètement l'hôtesse qui tentait frénétiquement de l'arrêter. Il portait un costume différent aujourd'hui, bien qu'également mal ajusté, et son visage était rouge d'une énergie anormale et hyperactive. Emma le suivait de près, ses yeux jetant des regards nerveux aux riches clients qui commençaient à observer l'agitation. Ethan, dis-je froidement, ne l'invitant délibérément pas à s'asseoir. Je suis au milieu de ma journée de travail. Nous sommes censés nous voir chez papa ce soir. Je sais, mais le temps presse dans le monde de la technologie, a déclaré Ethan, tirant une chaise sans y être invité et s'y laissant tomber lourdement. Il s'est penché sur la table, baissant la voix pour ce qu'il croyait clairement être un murmure de persuasion conspirateur. Écoute, j'ai fait les calculs sur le partenariat dont nous avons discuté hier. Le conseil d'administration de mon entreprise d'intégration commence à s'impatienter. Ils ont d'autres offres. Si nous ne bloquons pas cet investissement de démarrage de 10 millions d'euros d'ici la fin de la journée, je ne peux pas te garantir les droits exclusifs sur la plateforme. Il a fait glisser un document agrafé à la hâte et tout à fait peu impressionnant sur la table. Il était intitulé Accord de non-divulgation pré-investissement et d'avance de capital. J'ai regardé les papiers grossiers et amateurs, m'émerveillant sincèrement de son arrogance pure et sans mélange. Il croyait honnêtement que j'étais assez stupide pour signer des millions d'euros sur la base d'une conversation et d'un document Word imprimé. Laissez-moi m'assurer de bien vous comprendre, Ethan, dis-je, ma voix dangereusement calme, gardant mes mains soigneusement croisées sur mes genoux. Vous voulez que je vire 10 millions d'euros à votre entreprise maintenant, avant tout examen juridique formel, avant toute diligence raisonnable et avant même d'avoir vu un prototype fonctionnel de cette prétendue plateforme. C'est un acte de bonne foi. Abigail, a insisté Ethan, son sourire se crispant légèrement, une lueur de panique perçant dans ses yeux.
La famille est de la famille. Je te donne l'opportunité d'une vie au rez-de-chaussée. Tu devrais me remercier. As-tu la moindre idée de l'argent que cela va générer pour ta chaîne d'hôtels? J'ai laissé un long silence suffocant s'installer entre nous. Je l'ai regardé droit dans les yeux, observant la fausse bravade commencer lentement à se fissurer sous mon regard inébranlable. Je n'ai pas besoin de ton opportunité au rez-de-chaussée, Ethan, ai-je dit doucement, en fouillant dans ma mallette en cuir posée sur la chaise à côté de moi, parce que je sais déjà exactement où vont tes investissements. J'ai sorti une seule feuille de papier, une copie du dossier de Weston, et je l'ai fait glisser doucement sur la table, l'arrêtant juste au-dessus de son contrat ridicule. C'était un relevé bancaire certifié et détaillé. Ceci est un virement de votre prétendu compte professionnel daté d'il y a 3 semaines, ai-je expliqué, ma voix portant clairement par-dessus le doux murmure du restaurant. Il montre un transfert de 85 000 €, non pas à un développeur de logiciels, non pas à un responsable logistique, mais directement à un concessionnaire automobile de luxe européen pour payer le solde restant d'une voiture de sport personnalisée. Une voiture entièrement immatriculée à votre nom. Le visage d'Ethan est devenu complètement pâle, ses yeux écarquillés. Il a fixé le document comme si c'était un serpent venimeux qui venait de se matérialiser sur la table. Emma s'est penchée pour regarder, sa mâchoire tombant légèrement de panique réelle. Où as-tu eu ça? A balbutié Ethan, sa voix forte et tonitruante se réduisant soudainement à un murmure faible et rauque. Ce sont des informations financières privées. Tu m'as piraté. Tu m'espionnes. Je n'ai pas besoin de te pirater, Ethan. Tu laisses une traînée d'incompétence financière d'1 kilomètre de large, ai-je répondu, mon ton glacial et impitoyable. Tu n'es pas un entrepreneur. Tu es un escroc. Et si jamais tu fais irruption dans mon hôtel ou mon bureau pour exiger de l'argent à nouveau, je n'hésiterai pas à remettre tout ce dossier aux autorités. Est-ce que tu me comprends? La panique dans les yeux d'Ethan s'est instantanément transformée en une rage vicieuse et acculée. Il a frappé du poing sur la table, faisant cliqueter l'argenterie et provoquant le halètement de plusieurs clients voisins. Tu te crois si supérieur? A sifflé Ethan, son visage devenant d'une teinte rouge marbrée et laide. Il s'est levé, se penchant agressivement sur moi. Tu penses que parce que tu as eu de la chance en jouant à la femme de chambre d'hôtel, tu peux me juger? Tu n'es qu'une petite fille amère et jalouse qui pleure encore parce que papa n'est pas allé à son stupide mariage. Je suis le visionnaire de cette famille. Je vais dire à papa exactement comment tu me traites. Il te fera entendre raison. Tu nous dois ça, Abigail. Je ne te dois absolument rien. Ai-je déclaré, le fixant sans ciller. Et je te suggère fortement de garder ton souffle pour le dîner de ce soir. Nous avons beaucoup plus de choses à discuter. Ethan a arraché son faux contrat de la table, sa poitrine se soulevant de respirations furieuses et exagérées, et a quitté le restaurant en trombe, Emma se dépêchant anxieusement sur ses talons. J'ai calmement repris ma fourchette, complètement imperturbable par son éclat théâtral, et j'ai terminé ma salade. Le piège était tendu, et la proie se jetait activement dans la gueule du loup. Les heures qui ont précédé le dîner de famille prévu étaient chargées d'une énergie frénétique et désespérée émanant entièrement d'Ethan. Mon téléphone est devenu un phare implacable de sa panique croissante. Il a envoyé des dizaines de messages textes erratiques, oscillant sauvagement entre menaces agressives et négociations pathétiques. Tu fais une énorme erreur, Abigail. Si tu ne finances pas mon entreprise, je vais voir la presse. Je leur dirai que la PDG de Vance Boutique Collection abandonne sa propre famille dans le besoin. Écoute, disons juste 5 millions. 5 millions et un partenariat silencieux. Je ne dirai même pas à papa que nous nous sommes disputés. J'ai ignoré chaque message, laissant son désespoir s'accumuler dans le silence. Cependant, à 16 heures, mon téléphone a sonné et l'identification de l'appelant m'a fait marquer une pause. C'était Nathan. J'ai pris une profonde inspiration, me préparant à la manipulation émotionnelle que je savais imminente, et j'ai répondu « Bonjour, papa ». Abigail, a dit Nathan, sa voix lourde d'une tristesse lasse et répétée. C'était exactement le ton qu'il utilisait toujours lorsqu'il était sur le point d'excuser le dernier désastre d'Ethan. Ethan vient de m'appeler. Il était très contrarié. Il a dit que tu avais été incroyablement hostile envers lui à ton hôtel aujourd'hui. Il a dit, tu as refusé de regarder ne serait-ce que sa proposition commerciale. Il m'a présenté un document frauduleux exigeant 10 billions d'euros. Papa, ai-je répondu, gardant ma voix parfaitement égale,
refusant de le laisser m'entraîner dans une posture défensive. J'ai simplement décliné l'offre. Nathan soupira, le son résonnant à travers le téléphone comme un poids physique. Abigail, s'il te plaît, tu dois comprendre sa passion. Il travaille si dur. Il devient juste un peu trop zélé parfois. C'est un visionnaire et les visionnaires ont du mal à communiquer avec. Eh bien, avec des gens d'affaires comme toi. Il est sur le point de faire une percée majeure. Il a juste besoin de ce dernier coup de pouce. J'ai fermé les yeux. Une douleur aiguë pulsait dans mes tempes. Papa, il n'est pas sur le point de faire une percée. Il est en train de te ruiner à nouveau. Cela ne te regarde pas. A répliqué Nathan, son instinct protecteur s'enflammant instantanément, sa voix s'élevant de colère. Ethan et moi gérons nos propres finances. Oui, les choses ont été difficiles ces derniers temps. J'ai dû prendre quelques quarts de travail supplémentaires à la quincaillerie juste pour couvrir mon loyer, mais c'est un sacrifice temporaire parce que nous sommes une famille et que la famille se soutient. Tu as plus d'argent que tu ne pourrais jamais en dépenser en 10 vies. Abigail, je m'attends à ce que tu viennes à ce dîner ce soir préparé à aider ton frère. C'est ton devoir. Il a raccroché avant que je puisse répondre. Je suis resté au milieu de mon bureau, regardant la ligne d'horizon de la ville, un profond sentiment de tristesse m'envahissant. Nathan était si profondément ancré dans son illusion, si désespérément attaché au récit du succès éventuel d'Ethan qu'il était prêt à travailler jusqu'à l'épuisement dans sa soixantaine plutôt que d'affronter la vérité. Il croyait sincèrement qu'il payait un loyer à un propriétaire bienveillant, complètement inconscient que son propre fils vidait simultanément ses maigres économies dans son dos. Juste au moment où je préparais ma mallette pour partir pour la soirée, Weston est entré une dernière fois dans mon bureau. Son visage était sombre, et il tenait un seul dossier en manie dans ses mains. Je m'excuse pour l'interruption tardive, Abigail, mais mon équipe vient de terminer l'audit des couches plus profondes de l'activité bancaire d'Ethan, a dit Weston, s'avançant et me tendant le dossier. J'ai senti que vous aviez besoin de cette information spécifique avant d'entrer dans cette maison ce soir. J'ai ouvert le dossier. À l'intérieur se trouvait une copie d'une demande de prêt d'une agence de prêt sur salaire prédatrice à taux d'intérêt élevé. Le prêt était de 50 000 €. Regardez attentivement les informations du demandeur, puis regardez la ligne de signature, a instruit Weston calmement. J'ai scanné le document. Le demandeur n'était pas Ethan. C'était Nathan Vance. Le numéro de sécurité sociale de mon père, son adresse et sa date de naissance étaient tous méticuleusement remplis. Mais en regardant le bas de la page, mon sang s'est complètement glacé. La signature griffonnée sur la ligne pointillée était une contrefaçon maladroite et évidente. C'était l'écriture d'Ethan, essayant désespérément d'imiter les boucles et les traits de notre père. Votre frère n'a pas seulement volé dans les comptes existants de votre père, a expliqué Weston, sa voix teintée de dégoût professionnel. Il y a 3 jours, quand il a réalisé que vous pourriez ne pas lui donner l'argent, il a contracté un prêt à haut rendement et profondément prédateur en utilisant l'identité de votre père comme garantie. Si ce prêt est en défaut, ce qui arrivera, les prêteurs poursuivront agressivement votre père. Ils saisiront le salaire qui lui reste. Ethan a activement commis une usurpation d'identité et une fraude contre son propre père. J'ai fixé la signature contrefaite, la preuve finale et irréfutable de la faillite morale absolue d'Ethan. La tristesse que j'avais ressentie plus tôt s'est complètement évaporée, remplacée par une résolution froide, calculatrice et dévastatrice. Mon père voulait un dîner de famille pour discuter de l'avenir d'Ethan. Il voulait exiger mon argent pour sauver son enfant prodige. J'ai fermé le dossier en manille et je l'ai glissé soigneusement dans ma mallette, juste à côté de l'acte de propriété du 428 rue Elm. Merci, Weston, ai-je dit, ma voix étrangement calme alors que je prenais mon manteau. J'ai tout ce dont j'ai besoin. Le charme va être rompu ce soir. Je suis arrivé chez mon père à 19 h précises. La petite structure familière de la rue Elm avait exactement le même aspect qu'il y a 10 ans, bien que la peinture s'écaillait légèrement autour des cadres de fenêtres et que la pelouse avant avait désespérément besoin d'être tondue. J'ai garé ma berline élégante et discrète derrière la voiture de sport européenne d'Ethan, ridiculement voyante et agressivement louée. J'ai pris une profonde et régulière inspiration, j'ai serré fermement la poignée de ma mallette en cuir dans ma main droite et j'ai monté le chemin en béton. Nathan a ouvert la porte avant même que je puisse frapper. Il avait l'air épuisé. De profondes rides sombres encadraient sa bouche, et ses épaules portaient un affaissement permanent et défait.
Il portait une chemise à carreaux délavés et un jean qui semblait une taille trop grande pour lui. Pourtant, malgré sa fatigue physique et financière évidente, il a réussi à me lancer un regard sévère et autoritaire alors que j'entrais dans le hall. « Abigail, tu es en retard » a-t-il dit sèchement, ignorant complètement le fait que l'horloge grand-père dans le couloir sonnait actuellement l'heure. Il n'a pas proposé de prendre mon manteau, ni ne m'a offert une étreinte. Il s'est simplement retourné et s'est dirigé vers la petite salle à manger. « Entre. Ton frère attend. Nous avons beaucoup de terrain à couvrir ce soir. » Je l'ai suivi dans la salle à manger. La table était mise avec la belle porcelaine, une relique de ma défunte mère, bien que le repas lui-même consistait en une lasagne surgelée bon marché et lourdement transformée posée au centre. Ethan était déjà assis en bout de table, une position qu'il avait assumée sans effort. Il portait un autre costume mal taillé, ses cheveux gominés en arrière, une expression de suffisance insupportable émanant de ses traits. Emma était assise près de lui, faisant tourner un verre de vin rouge bon marché, me regardant avec un mélange de défi et de cupidité flagrante. « Serait, si content que tu aies enfin pu prendre le temps pour ta propre chair et ton propre sang » a déclaré Ethan bruyamment, faisant un grand geste vers la chaise vide en face de lui. « Prends place. Rompons le pain et parlons de l'avenir de l'héritage Vance. » Je suis resté debout, mes mains reposant légèrement sur ma mallette, que j'ai placée délibérément sur le bord de la table à manger. Le silence dans la pièce s'est étiré, devenant épais et lourd. « Assieds-toi, Abigail » a ordonné Nathan, tirant sa propre chaise. Ethan a préparé une proposition révisée. Il est prêt à accepter 5 millions d'euros pour un partenariat silencieux dans sa nouvelle entreprise d'intégration. C'est la moitié de ce qu'il a demandé à l'origine. C'est un compromis incroyablement généreux de sa part, et j'attends de toi que tu l'honores. Tu as plus qu'assez de capital à disposition, et il est temps que tu commences à agir comme un membre de cette famille. Je ne m'assieds pas, papa, ai-je dit calmement, ma voix tranchant l'atmosphère lourde comme une lame aiguisée. Et je ne donnerai pas un seul centime à Ethan. Pas 5 millions, pas 5 euros. Ethan a claqué sa main à plat sur la table, l'argenterie cliquetant violemment contre la porcelaine. Tu plaisantes? Après tout ce que je t'ai offert, espèce d'arrogante, d'égoïste. Silence. Ai-je claqué, l'autorité glaciale de ma voix le réduisant instantanément au silence. Même Nathan a cligné des yeux, surpris par le ton autoritaire que j'avais affiné pendant une décennie dans les salles de conseil. J'ai ouvert les loquets en laiton de ma mallette. Les clics secs ont résonné bruyamment dans la petite pièce. Papa, tu m'as demandé de venir ici pour discuter de l'avenir d'Ethan. Tu crois qu'il est un visionnaire sur le point de faire une percée. Tu crois qu'il a juste besoin d'un dernier coup de pouce, ai-je dit, mon regard entièrement fixé sur le visage fatigué et ridé de mon père. Je suis ici pour te montrer exactement ce qu'Ethan a fait de son temps, de ses entreprises inexistantes et, plus important encore, de ton argent. J'ai sorti la pile épaisse de documents copiés du dossier et j'ai jeté la première page au centre de la table, juste à côté de la lasagne qui refroidissait. Ceci est le relevé bancaire de la Synergie Consulting Firm d'Ethan, ai-je déclaré clairement. Remarquez le retrait massif d'il y a 3 semaines. 85 000 euros. Ce n'est pas aller au développement de logiciels. C'est aller directement au concessionnaire de voitures de luxe de l'autre côté de la ville pour payer la voiture de sport qui est garée dans votre allée en ce moment même. Nathan fronça les sourcils, se penchant en avant pour loucher sur le papier. Ethan, qu'est-ce que c'est? Tu m'as dit que tu louais cette voiture comme une dépense d'entreprise. Elle ment. Elle a fabriqué ça. A balbutié Ethan, son visage rougissant immédiatement d'un cramoisi profond et paniqué. Il a tendu la main pour attraper le papier, mais j'ai rapidement laissé tomber un deuxième document directement dessus. Ceci, ai-je continué, ma voix s'élevant légèrement en volume, portant une certitude absolue et dévastatrice. Est un relevé détaillé de votre compte de retraite personnelle, papa. Celui qu'Ethan vous a convaincu de le laisser gérer. Nathan se figea. La couleur commença à s'écouler rapidement de son visage. Au cours des 14 derniers mois, Ethan n'a pas investi un seul centime de vos économies, ai-je révélé, les mots ayant un goût de cendre dans ma bouche alors que je regardais le monde de mon père commencer à se fracturer. Au lieu de cela, il a systématiquement initié des virements bi-hebdomadaires, siphonnant l'argent de votre fonds de retraite directement vers un compte offshore appartenant exclusivement à Emma. Ils ont utilisé vos économies pour acheter des sacs à main de créateurs, des dîners coûteux et des billets d'avion en première classe. Votre compte est entièrement vide,
papa. Il a volé tout ce qu'il vous restait. Non, non, c'est impossible, a murmuré Nathan, ses mains tremblant violemment alors qu'il ramassait le relevé bancaire. Il a regardé la colonne de chiffres décroissante, la preuve mathématique irréfutable de la trahison de son fils. Il a levé les yeux vers Ethan, ses yeux écarquillés, implorant une explication. « Ethan, dis-moi qu'elle invente tout ça. Dis-moi que mon argent est sur le marché. » Ethan transpirait abondamment maintenant. La suffisance avait complètement disparu, remplacée par le regard frénétique et acculé d'un animal piégé. « Papa, écoute-moi. Le marché est complexe. Il est décentralisé. Les fonds sont bloqués dans un pool de liquidités. Tu ne peux pas simplement regarder un relevé bancaire standard et comprendre la blockchain. Arrête de lui mentir, ai-je crié, la décennie de rage refoulée perçant enfin mon vernis professionnel. J'ai sorti le dernier document, le plus accablant, de la mallette et je l'ai claqué sur la table avec un craquement retentissant. Tu veux parler de liquidité, Ethan? Explique ça. Nathan baissa les yeux sur le papier. C'était la demande de prêt sur salaire prédatrice. Il y a 3 jours, ai-je expliqué, ma voix tremblant légèrement d'un dégoût brut et sans mélange, quand Ethan a réalisé que je pourrais en fait refuser son racket ridicule. Il est allé dans une agence de prêt à taux d'intérêt élevé en ville. Il a contracté un prêt en espèces de 50 000 €. J'ai pointé directement le coin inférieur droit de la page. Regarde la signature, papa. Regarde le nom du demandeur. Nathan fixa le document. Sa respiration devint superficielle, rapide et rauque. Il a tracé un doigt tremblant et calleux sur l'encre. Il a vu son propre nom. Il a vu son propre numéro de sécurité sociale. Et il a vu la contrefaçon maladroite et désespérée de sa propre signature. Il a commis une usurpation d'identité. Papa, ai-je dit doucement. Le silence dans la pièce était maintenant absolu et terrifiant. Il a utilisé ton nom pour obtenir un prêt qu'il n'a jamais l'intention de rembourser. Quand il sera en défaut le mois prochain, les créanciers s'en prendront à toi. Ils saisiront ton salaire. Ils te poursuivront en justice. Il était parfaitement disposé à te laisser aller en prison ou mourir dans une pauvreté abjecte juste pour pouvoir maintenir son style de vie pathétique et frauduleux pendant quelques mois de plus. Pendant un long et angoissant moment, personne n'a bougé. Emma regardait la table, son visage complètement pâle, faisant lentement glisser sa chaise d'un pouce loin d'Ethan. Ethan était assis, figé, sa bouche s'ouvrant et se fermant. Incapable de formuler ne serait-ce qu'un seul mensonge pathétique pour contrer la dévastation absolue de sa propre écriture. Puis Nathan a bougé. Il n'a pas crié. Il n'a pas pleuré. Le déni qui l'avait aveuglé pendant 36 ans s'est soudainement brisé, s'effaçant pour révéler un homme qui avait enfin, douloureusement, reconnu le monstre qu'il avait créé. Il s'est lentement levé de sa chaise. Il a contourné la table, ses yeux fixés sur son fils. « Donne-moi les clés, a dit Nathan. Sa voix était un murmure creux et terrifiant, complètement dépourvu d'émotion. Papa, attends, s'il te plaît. Je peux arranger ça. J'ai un nouvel investisseur qui se prépare. A balbutié Ethan, des larmes de panique réelle coulant enfin sur son visage alors qu'il reculait sur sa chaise. Donne-moi les clés de ma maison, a répété Nathan, sa voix baissant d'une octave, portant une autorité sombre et incontestable que je n'avais jamais entendue auparavant. Et sors. Ne fais pas tes valises. Ne monte pas à l'étage. Disparais de ma vue. Si tu n'es pas sorti de cette maison dans 10 secondes, j'appelle la police moi-même. Ethan a regardé son père, cherchant la douceur familière, le pardon perpétuel qu'il avait exploité toute sa vie. Il n'a trouvé absolument rien d'autre qu'un mur de dégoût froid et impénétrable. Tremblant, sanglotant ouvertement maintenant, Ethan a fouillé dans sa poche, a sorti sa clé de maison et l'a laissée tomber sur la table. Elle a atterri avec un cliquetis pathétique à côté du document de prêt contrefait. Sans regarder en arrière, Ethan a pratiquement sprinté vers la porte d'entrée, Emma le suivant de près, l'abandonnant avant même qu'il n'atteigne la voiture. La porte d'entrée a claqué. Les pneus de la voiture de sport ont crissé sur le trottoir à l'extérieur, puis se sont estompés au loin. Nathan est resté dans la salle à manger pendant un long moment, fixant aveuglément la chaise vide. Puis ses jambes ont semblé lâcher. Il s'est effondré lourdement sur son siège, a enfoui son visage dans ses mains rugueuses et calleuses, et a commencé à pleurer. Les retombées furent rapides, brutales et entièrement légales.
Le lendemain matin, j'ai demandé à Weston de transmettre le dossier méticuleusement compilé des crimes financiers d'Ethan directement au bureau du procureur. Face à des preuves irréfutables de fraude par virement, d'usurpation d'identité et d'exploitation de personnes âgées, les autorités ont agi avec une vitesse incroyable. En une semaine, Ethan a été formellement inculpé. Emma, prouvant qu'il n'y a absolument aucun honneur parmi les voleurs, a immédiatement accepté un accord de plaidoyer, devenant témoin de l'accusation contre lui pour éviter la prison. La voiture de sport d'Ethan a été saisie. Ses comptes offshore ont été gelés, et il s'est retrouvé face à une très longue et très réelle peine de prison. Il a essayé de m'appeler du centre de détention du comté exactement une fois. J'ai laissé l'appel aller directement sur la messagerie vocale, puis j'ai bloqué le numéro. Le parasite avait été définitivement éliminé. La partie la plus difficile, cependant, fut la suite avec mon père. 2 semaines après le dîner catastrophique, je suis retourné à la maison de la rue Elm. L'atmosphère était complètement différente. La tension suffocante avait disparu, remplacée par un calme tranquille et sombre. J'ai trouvé Nathan dans le jardin, assis sur une chaise de jardin rouillée, regardant fixement l'herbe envahissante. Il avait l'air plus vieux, plus fragile. La réalité de son profond échec en tant que parent l'avait vieilli de 10 ans en 14 jours. J'ai tiré une autre chaise et je me suis assise à côté de lui. Pendant un long moment, nous avons simplement écouté le bourdonnement lointain de la circulation. Il est parti, a finalement murmuré Nathan, sa voix fixant droit devant lui. Mon fils va en prison, et c'est moi qui l'y ai mis. Je l'ai encouragé à chaque étape. Je lui ai donné la corde, et je l'ai regardé faire le nœud. Il a lentement tourné la tête pour me regarder. Ses yeux étaient rouges, baignant dans un chagrin et une culpabilité lourde et écrasante qu'il ne pouvait plus cacher derrière le déni. Abigail, suffoqua-t-il, sa voix se brisant violemment. Je suis tellement désolé. Mon Dieu. Je suis si incroyablement désolé. J'étais aveugle. J'étais un imbécile. J'ai manqué ton mariage. Je t'ai brisé le cœur. Je l'ai laissé me saigner à blanc. Et je t'ai reproché d'y avoir survécu. J'ai passé toute ma vie à essayer de réparer un garçon qui était fondamentalement brisé. Et ce faisant, j'ai rejeté une fille qui était brillante, forte et gentille. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Je ne le mérite pas. Je voulais juste que tu saches que je le vois maintenant. Je vois tout. Les excuses que j'avais attendues pendant 10 ans m'ont finalement submergé. Cela n'a pas effacé comme par magie la douleur de descendre l'allée seule. Cela n'a pas réparé les années perdues. Mais en regardant l'homme brisé et en pleurs à côté de moi, j'ai senti le nœud lourd et suffocant de ressentiment dans ma poitrine commencer enfin à se desserrer. J'accepte tes excuses, papa, ai-je dit doucement, tendant la main et posant doucement ma main sur son bras. Il a légèrement tressailli au contact, comme s'il se sentait indigne de ce réconfort, avant de s'y appuyer, pleurant ouvertement dans ses mains. Nous sommes restés là jusqu'à ce que le soleil commence à se coucher, le ciel virant à un violet meurtri et à un orange brûlé. Quand ces larmes se sont enfin calmées, j'ai ouvert mon sac à main et j'ai sorti un document officiel épais. Papa, il y a une dernière chose dont nous devons discuter, ai-je dit, en lui tendant les papiers. Ethan a complètement détruit ton crédit, et ta retraite a disparu. Tu ne peux pas continuer à faire des doubles quarts à la quincaillerie à ton âge. Nathan s'est essuyé les yeux, prenant le document d'une main tremblante. Je sais, Abigail. Je sais. Je vais devoir parler au propriétaire. Je vais devoir déménager. Je ne peux plus me permettre le loyer ici. Je trouverai un petit appartement quelque part. Tu ne déménages nulle part, papa, ai-je répondu. Un petit sourire sincère touchant enfin mes lèvres. Regarde le nom de la société holding en haut du bail. Nathan a ajusté ses lunettes de lecture, plissant les yeux pour lire les petits caractères. Vanguard Ascendant Trust. Oui, c'est le propriétaire de l'entreprise. Qu'est-ce qu'ils ont? Je suis la seule bénéficiaire et dirigeante de Vanguard Ascendant Trust. Papa, ai-je expliqué calmement. Quand la banque a saisi cette maison il y a 5 ans à cause de la dette d'Ethan, je l'ai achetée en espèces. Tu n'as pas payé de loyer à une société sans visage. Tu me l'as payé à moi. Et depuis ce matin, j'ai officiellement transféré l'acte de propriété entièrement à ton nom. Tu es propriétaire de cette maison, libre de toute dette.
Tu n'auras plus jamais à te soucier d'une hypothèque ou d'un loyer. Nathan m'a regardé, la mâchoire pendante, les papiers tremblant violemment dans ses mains. L'ampleur de la grâce que je lui accordais après la profonde trahison qu'il m'avait infligée le laissa complètement sans voix. Il a regardé de l'acte de propriété à mon visage, des larmes fraîches montant à ses yeux. Pourquoi? A-t-il murmuré, sa voix se brisant d'admiration et de profonde honte. Après tout ce que j'ai fait, après tout ce que j'ai manqué de faire, pourquoi me protégerais-tu comme ça? Parce que je ne suis pas Ethan, ai-je dit fermement, en me levant de la chaise de jardin. Et parce que je voulais me prouver, plus qu'à quiconque, que j'ai bâti un empire sans avoir besoin de détruire des gens pour le faire. Tu as un endroit sur où vivre, papa. Tu as la sécurité. Le reste dépend de toi. Je me suis retourné et j'ai traversé la maison, suis sorti par la porte d'entrée et suis allé à ma voiture. Je n'ai pas regardé en arrière. En m'éloignant de la rue Elm, regardant la petite maison s'estomper dans mon rétroviseur, j'ai baissé la vitre, laissant l'air frais du soir me caresser le visage. L'ombre lourde et sombre du dysfonctionnement de ma famille qui s'était accrochée à moi pendant plus d'une décennie avait finalement été coupée. J'avais affronté les fantômes de mon passé. J'avais protégé ce qui était à moi. Et j'avais gagné selon mes propres termes. J'étais libre.